Bonjour à tous. Donc, bienvenue encore une fois avec nous aujourd'hui. Donc, le sujet du jour, la popularité de la base hybride qui explose. Vrai ou faux? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Effectivement, oui. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, Luc Deschenaux, directeur des ventes pour le Québec et les Maritimes. Et avec moi aujourd'hui, mon bon ami Robert. Bonjour tout le monde, ici Robert Cadieux, directeur du marketing pour Alliance, euh, qui couvre naturellement non seulement le Québec, mais le Canada, les États-Unis et l'Europe. Oui, donc on est un peu partout. Effectivement, oui. Donc, il est vrai de dire justement que la base hybride est ici pour rester. L'industrie, justement, a de plus en plus d'adeptes là, qui adoptent cette méthode. Absolument. Donc, on a fait un petit sondage à savoir qui l'utilise. Donc, la vraie question était, est-ce que vous utilisez la fondation ou la base hybride? Donc, que vous soyez de la grande région de Québec, comme on a vu dans le chat, Montréal ou les Maritimes, avez-vous déjà entendu parler de ce type de fondation ou simplement est-ce que vous l'utilisez? En parlant du fameux sondage, justement, on a de plus en plus d'adeptes d'ailleurs, là, mais aussi des entrepreneurs qui veulent en savoir beaucoup plus. Jusqu'à date, justement, dans notre sondage, il y avait 20 qui avaient commencé à l'utiliser. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction. De quoi parlons-nous exactement ici lorsqu'on parle de base hybride, Luc? Oui, donc pendant des années, les entrepreneurs ont utilisé, utilisent encore, bien évidemment, du 0,3 comme fondation et un lit de pose, soit de sable, soit de petites pierres nettes ou la fameuse poussière de pierre. Mais s'il vous plaît, on devrait essayer d'enlever ça le plus possible de notre langage. Et encore, c'est ce qu'on voit apparaître là tranquillement. Donc, une fondation de 0,3 et un lit de pose de petites pierres nettes là, angulaires qui varie entre 1 quart et 3/8. Encore et 3/8, effectivement, oui. Donc, pour plusieurs années, vous avez utilisé du 0,3 quart, qui a beaucoup de particules fines. Donc, évidemment, ça améliore très peu la perméabilité de votre système. Mais maintenant, on aperçoit là, un tournant vers le 3 quarts net. Donc, on a une petite image ici à vous montrer. Donc, c'est une application de pierre nette au niveau de la fondation, donc une application hybride, comme on disait. Et un lit de pose également de pierre nette, donc d'un quart de pouce à 3/8. Effectivement, la pierre nette permettra justement une bonne percolation de l'eau. Oui. Ça sera naturellement beaucoup plus facile à compacter et à consolider aussi. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Et en plus, c'est qu'en fin de saison, lorsque vous avez du gel, naturellement, là, le tas de pierre que vous avez qui vient de geler, ça devient difficile à manœuvrer, là. C'est terminé, ça, là. Il faut retenir que vous voulez justement des agrégats qui sont plus angulaires et non rondes, là. Et puis avec aucune particule fine. C'est Oui, ça qui est le but, là. oui, absolument. Donc, comme on peut le voir ici, du 3 quarts net avec de la petite pierre nette un peu plus petite là, en surface pour faire votre lit de pose. Donc, on a une autre image ici à vous montrer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ce genre de système, c'est que ça vous donne une bonne percolation. Donc, l'eau va bien s'égoutter dans votre fondation et retourner à mère nature. Au niveau de la facilité d'installation, bien, autant pour verser vos agrégats, les niveler et les compacter, c'est plus facile. On allonge votre saison. Donc, comme Robert l'a dit, on a un matériel qui ne va pas geler. Donc, une journée pluvieuse, on peut même travailler. Ou le lendemain d'une grosse pluie, ce qu'on ne peut pas faire avec du 0,3 quart, avec un lit de pose en sable, par exemple. Non, effectivement. Et on a une bonne efficacité, là, donc beaucoup plus rapide d'application. La compaction, le nivelage, c'est perméable, donc très facile de travailler, là, comme on l'a dit, même après une bonne pluie. Même durant la pluie. Oui, si on veut. À l'extrême, là, mais même durant la pluie. Donc, regardons si on veut bien ici, là, les agrégats que nous allons utiliser pour ce genre de projet. Donc, naturellement, la fondation au départ qui va être du 3 quarts net. Donc, c'est des gros agrégats, OK? Ouais. Donc, du 3 quarts net, qui sont d'abord avant tout angulaires, OK? Et puis là, lorsqu'ils sont compactés, ils vont s'entrecroiser tous un dans l'autre, offrant un bon support et avec naturellement beaucoup de vide, donc permettant à l'eau de pouvoir s'écouler très rapidement. OK? Si on poursuit, le lit de pose maintenant,
nous Ouais. offrons différentes options. OK? Ces options-là, c'est quoi? Un, on a de la pierre comme on voit ici, de la pierre numéro 8, ou la 3-8, si vous voulez, dont les plus gros agrégats seront justement 3 000 de diamètre, ce qui est plutôt gros, mais qui offrira quand même une bonne perméabilité. Absolument. OK? Idéalement, justement, on va avoir la numéro 9. La numéro 9 qui est plus comme un quart de pouce de pierre angulaire, toujours angulaire d'ailleurs, là, qui sera beaucoup plus facile à épandre, puis à niveler. Le point faible est la disponibilité parce que pour l'instant, lorsqu'on on regarde dans le territoire, et puis il y a une couple de distributeurs qui ont commencé à en rentrer, Oui. mais faut pouvoir en convaincre un peu plus, là. Finalement, on a la pierre de Galais qui est plutôt ronde, Ouais. OK? Qui n'est pas nécessairement recommandée. Pourquoi? Parce que c'est pas stable. Elle va rouler elle, sur elle-même. Autant les pavés vont rouler. On ne dit pas que ça va rouler comme sur l'autoroute, là, mais ils vont pouvoir se déplacer plus facilement. C'est moins stable. Donc, c'est moins stable. Même si elle a un quart de pouce angulaire, c'est pas nécessairement la bonne chose à prendre, là. Donc, ils vont quand même se bloquer un peu, là, mais ça ne sera pas un bon blocage. Mais ça va quand même offrir une bonne, un bon écoulement. Oui, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pas réellement ce qu'on veut. Donc, on a une petite vidéo ici à vous montrer. Simple. Donc, un aquarium qu'on a rempli de 3/4 net avec notre lit de pose de ASTM numéro 9. Donc, là, un quart à 3,8. Et vous voyez, en versant un gallon d'eau, là, qu'est-ce qui se passe? C'est instantané. L'eau se dirige directement vers le bas de notre aquarium. Effectivement. Mais tout ça, là, que c'est bien beau, là. C'est bien beau, mais l'eau qui descend tout le temps directement dans notre fondation, mais il faut aussi s'assurer justement que celle-ci soit évacuée, là. Oui, absolument. OK? Soit dans le sol naturel ou dans un système d'exfiltration. Oui. Si nous avons un exemple, un sol de glaise, OK? Là, ben, il faut quand même l'adresser. Et puis, si on ne l'adresse pas, on va se ramasser avec une belle grosse piscine remplie de pierre, là. Oui, puis c'est pas vraiment ce qu'on veut ici. Donc, il faut tenir en compte là, les conditions du sous-sol, bien évidemment, lorsque vous faites vos constructions. Donc, on peut avoir un sous-sol de terrain sablonneux. Bien évidemment, celui-ci va très bien drainer. Par contre, si on parle d'un sol de glaise ou de silt, comme on connaît très bien au Québec, bien ça draine très difficilement. Alors, on a besoin d'un plan absolument. Donc, une canalisation afin d'exfiltrer l'eau et aussi une membrane de géotextile appropriée. Donc, il faut faire attention. Ouais. Il y a différents types de géotextiles sur le marché, mais n'ont pas tous le même gabarit d'exfiltration. Donc, on a une petite image à vous montrer ici. C'est de la pierre nette. Par contre, je pense qu'on n'a pas utilisé la bonne géotextile. Donc, si le tout gelait, qu'est-ce qui se passerait, mon Robert? Encore une fois, ça serait à refaire, là, parce que les pavés vont lever, ça va craquer de partout. Il va y avoir des dénivellements qui ne seront pas égaux parce qu'il va y avoir plus de gel dans une partie et moins dans une autre. Donc, tout ça, là, c'est à contrôler, là. Donc, il faut s'assurer justement d'avoir la bonne géotextile. Oui, effectivement. Donc, le géotextile a différents rôles, dont entre autres un tissé qui est très résistant, comme on a ici, mais qui va assurer un écoulement plutôt très lent. Très lent, oui. Donc, si on prend de l'eau et qu'on verse tranquillement ici. As-tu de l'eau, Robert? Et voilà. Blabla. Donc, comme on voit, ça passe pratiquement pas. Par contre, on peut utiliser les doigts comme pour faire l'imitation de la pierre, mais on voit que c'est vraiment très lent, là, c'est goutte à goutte. Donc, peut-être que ce n'est pas l'idéal pour certaines constructions qu'on a à faire comme ça. C'est pas l'idéal pour ce type, type voyons, excusez-moi, le type d'excavation où on aurait un sol style sablonneux. Oui, ça donne donc absolument là, rien, là. on ralentit un peu le fait de se débarrasser de notre eau. Donc, peut-être tu peux y aller avec l'autre type de géotextile qu'on a, Robert? Effectivement. Si on passe justement à la géotextile tissée, bien, la géotextile tissée a une texture plutôt feutrée. Donc, si nous versons de l'eau dessus, si tu veux bien, Luc, Oui. si on verse de l'eau dessus, on voit que l'eau pénètre directement dans le bocal. OK?
Également, le GF 4.4 sera utilisé pour plusieurs styles d'application. Que ce soit pour une fondation, que ce soit pour un trottoir, un patio, un stationnement, un mur de soutènement, le drainage et encore plus. Mais par contre, le GF5 et le GF4 ont tous deux leurs avantages, ont toutes deux leurs forces. Il ne faut pas dénigrer un pour l'autre, mais pour un ouvrage régulier, on va utiliser justement le GF4 qui va faire très bien le travail. Ouais. Un exemple, si vous voulez, si on regarde l'image à l'écran ici, là, en tant quand vous étiez jeune, c'est certain que vous êtes amusé avec des fusils à l'eau. Mais vous êtes peut-être aussi lors d'une conférence ou quoi que ce soit, là, faites arroser aussi avec des boyaux d'arrosage. OK? Ceci était peut-être un peu trop fort, là, mais oui. Par contre, on s'assure d'une chose, c'est que l'eau coule. Donc, si on parle du GF 4.4, c'est exactement ce qu'on veut, là. On veut que l'eau puisse passer facilement. Donc, si j'apporte à l'image le GF5, lui, il va nous donner justement un maximum de 5 gallons par minute par pied carré qui va sortir de la membrane, puis je pense qu'on l'a vu tantôt, là. Donc, sensiblement assez lent, là. Très lent, oui. Et puis, comparativement au GF 4.4, qui lui nous donne 135 gallons à la minute. Donc, 5 et 135. Donc, on parle d'une passoire, mais c'est ce qu'on veut. C'est exactement. Il y a une grosse différence là, entre les deux. Donc, si on résume cette petite partie, donc ce qu'on veut, c'est nous assurer d'une bonne évacuation de l'eau de notre système. Donc, comme Robert vient de le dire, le GF 4.4 d'Alliance est un passe-partout. Mais rassurez-vous, le géotextile GF5, donc le tissé, le plastifié, va être également utilisé là, pour les ouvrages perméables ou lorsqu'on a un sol de glace parce qu'on veut renforcer notre sol. Par conséquent, on se doit absolument de s'assurer d'évacuer les eaux. Donc, d'où l'utilité de notre fameux tuyau d'évacuation. Effectivement, oui. Nous devrons installer le fameux tuyau, mais il y a une chose est certaine, c'est qu'on veut s'assurer justement qu'il soit dans le bas de la pente, OK? Et puis que celui-ci se retrouvera pour pouvoir récolter toutes les eaux. Et puis encore une fois, il y a une façon d'installer le tuyau. C'est pas nécessairement avec les trous par en haut, mais les trous par en bas. Les trous par en bas, justement, pour qu'on puisse aussi ramasser toutes les eaux de fond. Okay? Exactement, c'est ça qu'on veut. Donc, en image ici, ce qu'on peut voir, c'est la coupe type d'une fondation hybride ou perméable. Donc, on veut s'assurer que les eaux de surface ou de côté qui vont pénétrer dans votre fondation puissent absolument se rediriger vers votre tuyau. Donc, assurez-vous d'avoir toujours une bonne pente dans votre sous-fondation afin que l'eau se dirige vers votre tuyau et puisse s'évacuer. Le drainage de l'eau est un bon bénéfice des fondations hybrides. Mais dans la réalité, si vous avez choisi la mauvaise géotextile, bien évidemment, vous allez avoir des problèmes. Et comme tu as dit tantôt, il y a des bonnes chances qu'on se ramasse avec un bassin d'eau, voire même une piscine. Une piscine remplie de pierre. Exact. Lorsque vous utilisez justement le 3/4 net, est-il nécessaire de le compacter? Vous allez me demander. Oui. Nos amis, justement, là, peuvent avoir une mauvaise conception de l'utilisation du 3/4 net, qui serait automatiquement compacté lorsque déversé sur place. Oui, il y en a beaucoup qui pensent ça depuis longtemps, malheureusement, mais il faut faire attention. C'est ça, oui. Parce que donc avec une plaque vibrante, parfait, nous avons à peu près 80 de l'audience qui nous dit que c'est faux, mais on va essayer de convaincre les plus durs. Donc, effectivement, le 3/4 net a besoin de moins de compaction, mais il a besoin d'une compaction. Nous avons fait une petite démonstration là, qui va très bien démontrer ça. Donc, nous avons une petite vidéo qui a été conçue justement pour pouvoir montrer ces résultats-là. Donc, comme présenté ici à l'écran, nous voyons un seau rempli de pierres, 3/4. Nous avons tassé ceux-ci justement à quelques reprises, justement pour pouvoir faire descendre la pierre et puis un peu prouver notre point, si vous voulez. Là. Donc, si on regarde l'affaissement maintenant, l'affaissement, on a un affaissement d'exactement 2 pouces. 2 pouces qui représentent tout près de 13 de différence dans la compaction. Donc, c'est pas mal, là. C'est beaucoup, oui. Donc, nous ne voulons pas voir ceci sur un projet. Le client va sûrement vous demander
de refaire les travaux parce que ça descend de 2 pouces, là, ça commence à être beaucoup. Ouais. Ceci alors n'est naturellement pas profitable pour aucun d'entre vous, là. Et comme tous, on ne veut pas recommencer une job, donc Non. il faut absolument compacter votre 3 cornettes. Donc, c'est un bon avantage, mais assurez-vous en tout temps, s'il vous plaît, de la consolidation, donc votre compaction soit faite. Un autre point à retenir, par exemple, avec le 0,3 quart, qui doit être compacté à 98 du proctor. Oui, on a une surface qui est très stable, puisque les agrégats sont maintenant tous entrelacés les uns des autres. Quand on parle du 3 quarts net, bien, vous risquez aussi d'avoir peut-être un affaissement là, suite aux charges que vous pourriez avoir sur votre construction. Par exemple, une auto qui pourrait être en bordure, donc il pourrait avoir possibilité que notre système s'affaisse. Ça fait, effectivement. Donc, de quelle façon qu'on va régler ça? On va regarder justement une solution. Oui. On va aller maintenant, si vous voulez bien, sur une autre petite vidéo. On a un de nos employés, le Rick, qui est directement sur la boîte. Et puis, on voit automatiquement l'affaissement du 0,3 quart, pas du 0,3 quart, mais du 3 quarts net. Maintenant, avec GeoGrille, et voilà, il tient en place. Donc, il n'y a aucun affaissement qui s'est fait. On voit un peu les pierres de côté, mais de ça ici, on va en parler encore un peu, là. Mais le but de l'exercice, justement, encore une fois, c'est avec l'utilisation d'une GeoGrille, puis que ce soit des projets pédestres ou des projets véhiculaires, on vous recommande carrément une GeoGrille. Absolument. Donc, mais dans cette petite vidéo, Robert, on a remarqué qu'il y avait plusieurs rangs de GeoGrille Oui, Grid. effectivement. Mais vraiment, dans la réalité, sur un chantier, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre plusieurs rangs? Exemple, si on avait un stationnement de 8 à 12 pouces de pierre nette? Non, non, non. En règle générale, justement, un rang de Grid à mi-hauteur, c'est donc OK. 12 pouces, ben, 6 pouces. Un coup, votre 6 pouces est compacté, vous mettez votre grille directement sur le dessus. Puis les bénéfices, mais ça va être la structure elle-même, soit du patio ou du stationnement. Et sans oublier, justement, il ne faut surtout pas oublier, justement, la géotextile qui, elle, doit être installée dans le fond de votre excavation et puis de remonter sur les côtés, justement, pour empêcher l'affaissement qu'on a vu sur la petite vidéo des pierres qui descendaient sur le côté. Oui. Donc, tout ça facilite. En fait, c'est une bonne police d'assurance. 2 produits, géotextile, géogré. Une police d'assurance, je pense, Pas pour cher. ce type de construction qui est exactement pas dispendieuse. Non, c'est pas cher à payer pour s'assurer d'avoir une bonne fondation. Oui. Donc là, ici, on a quelques questions qu'on a créé. faites suite au sondage. Donc, on va y aller quelques-unes. Peut-être c'est des questions que vous vous posez. Donc, on va y aller une après l'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ceci pour une application commerciale ou un stationnement? Absolument. Donc, l'application hybride est de plus en plus utilisée tant pour des projets commerciaux que pour les stationnements. Donc, on a une petite image ici, encore une fois. La clé est, on le répète, toujours d'évacuer l'eau de votre système. Donc, si on peut voir la petite image ici, là, au niveau de la construction, comme on vient de regarder. Donc, la coupe type d'une fondation hybride, votre 3 quarts net, votre petite pierre nette au niveau du lit de pose, votre bordure extrême qu'on va voir un peu plus tard, donc notre bordure cimentaire. Donc, tout ça assure que vous avez une bonne fondation qui est drainante. Ici, on parle de perméable. Donc, hybride, c'est la même famille. On pourrait dire que c'est le petit cousin. Il y a juste un petit carré orange dans le bas là, qui est marqué géotextile. Ouais. Il faut s'assurer justement que le géotextile vienne recouvrir votre surface dans le bas. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'on veut, bien évidemment, s'assurer qu'on va bien évacuer l'eau en tout temps de ce système-là. Et voilà, c'est ça qui est le but de l'exercice. Une autre question. Est-il pas vrai que les pavés construits sur une base de pierre et un lit de sable rejettent 60 à 80 de l'eau? Bien, en fait, si vous installez des pavés avec du sable polymère dans les joints, bien, presque évidemment, là, comme vous le savez, tout l'eau va s'écouler sur la surface de pavé puisque votre sable polymère est imperméable. Mais où l'eau va-t-elle vraiment? Donc, elle s'en va directement dans le bas de votre pente. À la longue, il peut se faire un peu d'infiltration,
mais aussi, on risque d'avoir, on va avoir de l'infiltration par les côtés et même par la nappe phréatique, dépendamment des endroits. Donc, bien important de faire attention à ça. Effectivement. Donc, on ne le répétera jamais assez, là. Assurez-vous justement de bien enrober votre excavation et le fond et les côtés d'un géotextile. Mais ce n'est pas nécessairement imperméable. Vous pourrez toujours avoir un minimum d'infiltration d'eau qui va rentrer sur les côtés. Oui. Donc, si on poursuit, on a maintenant fait notre fondation, on a fait notre lit de pose, donc on est prêt pour les pavés. Et ensuite, la prochaine étape, ça va être la bordure. La bordure, oui. Donc, est-ce qu'on peut utiliser, Robert, une bordure comme tout le monde utilise à chaque jour, là, de plastique avec des clous, dans ce type d'application? Malheureusement, ici, ce ne serait pas idéal. Pourquoi? Parce que justement, on a des agrégats qui nous donnent beaucoup d'espace vide. Oui. OK? Donc, s'ils nous donnent beaucoup d'espace vide, donc le clou n'aura pas d'ancrage lorsque tu vas le rentrer dedans. Là, il n'y aura pas de solidité, là. OK. Donc, comparativement du 0,3/4, faire attention, s'il vous plaît, ne pas utiliser ce type de bordure. Non. Par contre, on a deux options pour vous. Donc, en image, ce qu'on peut voir, c'est la première. Donc, une bordure d'aluminium avec ces fameux piquets là, surdimensionnés qui vont venir s'agglomérer dans vos pierres et retenir le tout. Ou vous avez la deuxième option qui, évidemment, est ma préférée, donc la bordure Gator Extreme. Donc, c'est très solide. Ça inclut des microfibres à 3 dimensions, avec tout ça avec un ciment modifié au polymère qui rendent le tout plus versatile, plus fort, facile et rapide à installer. Ça emprisonne nos pierres de notre fondation, ce qui fait en sorte qu'on se ramasse avec une bonne bordure monolithique et très solide. Très solide, oui. Pour ce qui est du coût de la bordure extrême, c'est un choix économique et très avantageux. Oui, effectivement. Nous avons un échantillon ici, si tu veux bien le sortir. Oui. Un échantillon là où on voit justement l'adhérence du extrême. Non seulement il est pogné après la bordure, OK? Mais la recommandation, c'est toujours de s'assurer de pouvoir avoir sous la bordure une petite tablette, set de béton, d'extrême, qui va être plus ou moins d'un demi à 3/4 de pouce de profondeur sur toute la longueur du pavé. Fait que ça va créer une tablette en même temps pour empêcher un renversement des pavés sur les côtés. Absolument. Donc, on va vous montrer ça dans une petite vidéo et on vous revient tout de suite après. Donc, comme on a pu le voir ici, c'est très facile d'utilisation, la bordure extrême. J'ai toujours cru pour ma part que les bordures de plastique avec les clous, c'était beaucoup plus facile. Facile, plus rapide. Mais pour les paysagistes qui utilisent depuis un certain nombre d'années notre bordure extrême, on nous dit que c'est pratiquement aussi rapide et aussi efficace. Qu'est-ce qu'il y en a des coûts, par contre? C'est à peu près la même chose. Si on parle de deux bordures de plastique de 8 pieds avec les clous, bien, on fait sensiblement la même longueur. On parle de plus ou moins 15 pieds là, avec un sac de 50 livres de bordure extrême. Donc, je pense, Robert, tu peux peut-être commencer le mélange de notre bordure extrême. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo, là, par poche de 50 livres, on doit absolument, vous devez respecter là, un demi-gallon d'eau, pas plus. Au début, quand vous mélangez, vous avez l'impression que vous manquez d'eau, mais il ne faut vraiment pas en mettre plus. Tout ça pour s'assurer d'avoir un beau mélange homogène là, qui va être facile à étendre. On a également modifié le tout dans ce mélange-là avec des polymères, donc ce qui fait en sorte que c'est plus facile à mélanger. Et on obtient au-dessus de 12 000 livres
par pouce carré de densité versus un béton régulier qui, lui, offre seulement 3000 à 4000 livres de densité, donc une très grosse différence. Donc, on peut dire que ça, c'est de la performance. Notre mélange d'agrégats aussi, qui est à l'intérieur, bien important, c'est de la STM numéro 9. Donc, de la pierre 1,8 à 3,8 tièmes de pouce, là, qui est angulaire et qui fait en sorte d'augmenter la résistance de ce type de bordure. Est-ce qu'on est bon, mon Robert? Oui, on devrait être pas pire. Good. Donc, si vous voulez, à l'écran, on a une petite image qui représente le mélange. Donc, on voit très bien là, les agrégats, le ciment modifié au polymère qui vient renforcer, comme je l'ai dit, qui facilite le mélange et qui réduit la quantité d'eau. Donc, c'est dû à ce type de ciment qu'on utilise. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'eau pour faire votre mélange. On voit la grande quantité là, de microfibres 3 dimensions dans le mélange qui vont s'étendre en fait comme des toiles d'araignée lorsque vous mélangez le tout. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est très résistant et très homogène. Avant de dépendre le mélange, quelle est la première étape à suivre, Luc? Bien, la première étape qu'on va avoir à faire, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est d'enlever notre lit de pose jusqu'à notre fondation de 3/4 net ici et de venir dégager au moins un demi-pouce à 1 pouce sous notre rang de pavé là, qui fait notre bordure. Ensuite de ça, on est prêt à installer notre mélange. On en met sur à peu près 4 pouces de large. Et on n'a pas besoin de monter plus qu'1 pouce à partir de la base de notre pavé. Tout ça dans un angle de plus ou moins 30 degrés. C'est l'idéal. Donc, ce que vous faites, vous pouvez le taper aussi pour être sûr de bien remplir le dessous de votre rang de pavé. Et le tour est joué. Le tour est joué, hein? Oui. Donc, pas plus compliqué que ça. Si on va à la prochaine image, justement, Luc. Oui, oui. Je te demanderais, s'il vous plaît, de pouvoir juste la lire, la commenter, c'est-à-dire? Oui. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs types de fondations. Donc, on peut utiliser la bordure extrême, soit de façon avec votre type de fondation traditionnelle. Bien évidemment, la bordure, la fondation hybride, comme on parle en ce moment, c'est l'idéal, vous n'avez pas le choix. À la limite, une installation de Gator Base ou le recouvrement. Donc, comme on vient de mentionner, notre bordure est remplie de microfibres 3 dimensions. Notre ciment modifié au polymère, ce qui fait en sorte qu'on a un produit qui est 2 fois plus rapide d'application et 2 fois plus résistant là, que l'utilisation d'un simple ciment. Donc, bien évidemment, tout ça va résister au gel et au dégel. Et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger là, pour le Québec. Donc, maintenant, on a les bénéfices d'un autre produit qui est le nitro, donc qui est utilisable pour ce type d'application. Donc, on a un produit qui durcit de haut en bas de votre joint. OK. Qui s'installe par temps de pluie ou sec. C'est un produit qui est 25 % plus résistant et 25 % plus rapide au niveau de la prise que la compétition. Donc, on parle du nitro, c'est quoi? C'est un sable calibré qui est mélangé avec de la résine et qui va durcir à l'air. Donc, pour passer à ce produit-là, on a une petite vidéo qu'on va vous montrer, puis on vous revient tout de suite après.
Donc, parce que la fondation hybride nous offre la perméabilité, le tout est accentué par notre lit de pose, comme on a discuté plus tôt, soit de la pierre numéro 9, offrant beaucoup d'espace vide et permettant à l'eau de s'égoutter, mais on a aussi la pierre numéro 8. Donc, par exemple, ici, si on prenait un peu de sable polymère et qu'on venait le mettre sur le dessus d'une utilisation de ce type de pierre, qu'est-ce qui se passe quand on compacte? Bien, on perd beaucoup de matériel, voire l'entièreté. C'est ça. Donc, probablement pas l'idéal ici. Non. Si on y va avec notre pierre ASTM numéro 9, donc un peu plus petit, des pierres angulaires, on va refaire la même chose et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, déjà là, c'est pas mal mieux. Il n'y a pas grand-chose qui veut descendre. Donc, bien évidemment, de la plus petite pierre, il se tasse moins de vide. Donc, c'est un peu mieux ici. Oui, c'est beaucoup mieux. Et parlant nitro, donc, on regarde la différence. Qu'est-ce qui pourrait se passer avec l'utilisation du nitro? Donc, comme je le répète, le nitro, c'est un matériel de sable calibré mélangé à de la résine. Donc, on a un produit qui est gommant, qui est cohésif. Donc, si on verse ce genre de mélange-là et qu'on fait encore la même chose, bien là, en fait, il n'y a pratiquement rien qui veut descendre. Donc, c'est pourquoi le produit idéal pour ce type d'application hybride, je pense que c'est le nitro qu'on doit utiliser là, pour mettre dans nos joints. Non seulement c'est le meilleur, mais justement, ça permet. Le nitro, il est perméable aussi, effectivement. Absolument. Donc, c'est un produit qui est perméable, comme je l'ai dit plus tôt. Et c'est ce qu'on veut. Ça va durcir de haut en bas de votre joint. Donc, vous allez avoir une installation vraiment solide. Donc, c'est vraiment le produit que je recommande là, pour une installation hybride. Pour ce type d'installation-là. Excusez-moi. Donc, si on poursuit. Oui, si on poursuit. Donc, on a le nitro qui est perméable. Pour les sables polymères, bien, on parle de non-perméabilité. Alors, avec le nitro, on peut verser de l'eau ou une pluie et on obtient une bonne infiltration. Donc, une meilleure infiltration qui pourra rediriger notre eau là, vers notre système de canalisation. C'est ce qu'on veut. Cela étant dit, le projet dans son ensemble va sécher aussi plus rapidement, tant pour les pavés là, que nos joints. Donc, si on procède maintenant, Robert, à une petite démonstration du nitro, bon, le sable polymère s'installe sur une surface sèche. Le nitro qui vient dans un bel emballage. Et non seulement un bel emballage, mais il y a une raison. Il vient dans le baril ici, au départ. Okay. Oui. Donc, peut-être emmener le sac ici pour que les gens voient bien le matériel. Je m'en venais. OK. Donc, non seulement il est dans un baril, mais il est également dans un sac. Et dans le baril, justement, on va infuser carrément, c'est-à-dire d'abord dans le sac, on va infuser dans le sac du nitrogène, dont vient le nom nitro. On va infuser du nitrogène directement dedans pour faire sortir toute l'air qu'il peut y avoir, l'oxygène qu'il peut y avoir dans le sac. Et puis, lorsqu'on prend le sac et puis on vient le mettre directement dans le baril, on fait la même chose. On infuse encore du nitrogène pour faire sortir tout l'oxygène du seau aussi également. Là. Exact. Donc, on parle d'un produit qui durcit à l'air. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y aura aucun oxygène dans votre emballage. Faire sorte que lorsque le tout arrive sur votre chantier, que c'est en parfait état et prêt à être utilisé. Donc, je pense, Robert, on est prêt pour l'installation de notre démonstration de sable nitro. Pas tout à fait, non. Parce qu'avant, la première étape, justement, c'est de s'assurer que le tout est bien détrempé, mouillé, que ce soit ton pavé, que ce soit le pourtour, que ce soit les murets autour, que ce soit tes outils, que ce soit les bottes. Les bottes. On va prendre... On se correct, c'est bon? Pour l'instant. Donc, bien important, comme vous l'avez vu dans la vidéo, bien arroser vos pavés, vos bottes, vos outils. S'il y a des murs aux alentours, tout ce qui pourrait rentrer en contact avec le produit, bien, c'est important de bien l'humidifier abondamment. Donc, pourquoi? La même chose est vraie pour vos joints, les joints entre les pavés ici. Oui.
Donc, même vos bottes, tout ce qui pourrait entrer avec le contact. Donc, quand on parle de résine, on parle de collant. Donc, bien important que tout soit bien humidifié. Donc, Maintenant, on est prêt. on est prêt pour mettre le sable. Donc, on peut verser le tout. Un petit coup d'Exacto. Donc, ici, on a la couleur argent. Le produit se fait en 4 couleurs. Le beige, le gris, le argent, qui est un gris un peu plus pâle, et le noir. Donc, selon vos types de pavés, à vous de décider quelle couleur que vous avez. Donc, Chose qui est importante, je vous recommande de travailler de chaudière en chaudière, puisque le produit, comme je viens de dire, va durcir au contact de l'oxygène. Donc, s'il vous plaît, travaillez des petites surfaces à la fois. Donc, dès que vous ouvrez votre matériel, vous pouvez l'étendre partout sur votre surface, puis le mouiller abondamment. Ça va faciliter l'étape de l'envoyer dans vos joints. Donc, c'est sûr qu'ici, on a des gros joints. Donc, c'est doublement plus facile. Donc, ça va bien. Donc, évidemment, pour des joints larges comme ici, c'est bien facile d'utilisation. Par contre, si vous avez des joints trop minces, bon, techniquement, vous ne devriez pas avoir des joints minces pour une installation hybride, puisque... Minimum de 3,16. Oui. Parce que peu importe le type de joint, bien, on veut s'assurer d'avoir un joint assez large. Donc, dans notre cas, évidemment, on met ici le nitro, mais si vous mettiez de la pierre, donc ça prend une bonne largeur. Donc, le minimum pour les joints de nitro, c'est 3/16 de pouce et sans problème, vous pouvez aller jusqu'à 2 pouces. Donc, avec l'eau, ce qu'on peut faire, c'est bien nettoyer là, les surfaces de pavé en même temps. Donc, au fur et à mesure que vous les remplissez, c'est bon. Donc, peut-être aussi une autre chose, c'est d'être toujours 2 personnes pour l'application du nitro. Ça va faciliter l'installation. Donc, une personne avec l'outillage et une personne sur l'arrosoir. Donc, peut-être, Robert, ici, peut-être tu peux nous montrer la perméabilité du produit. Donc, comme on voit, c'est vraiment instantané. L'eau pénètre dans le nitro là, instantanément. Comme vous pouvez voir. Donc, je recommence. Regardez. Je rose. Et c'est parti. L'eau descend automatique. Absolument. Et si jamais il nous restait du matériel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est le remettre dans votre chaudière et remplir le tout de minimum 2 pouces d'eau par-dessus votre matériel. Personnellement, je dis à tout le monde de remplir votre seau au maximum. L'idée, c'est de minimiser la quantité d'oxygène qu'il pourrait avoir là, dans votre seau. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir garder votre produit pour un minimum de 4 semaines là, pour votre prochaine installation de ce produit. Donc, l'installation est faite, on garde notre matériel et on est rendu à la suite. Donc, une petite question. Oui. Est-ce que le nitro demeurera toujours perméable? Bien, en fait, tantôt, on a parlé de la possibilité d'utiliser de la petite pierre nette. Dans le cas où vous utiliseriez ceci, bien, il y a les débris de l'environnement qui peuvent venir bloquer. Alors, il vous faudrait enlever toute la pierre, la remplacer par de la propre. Pour ce qui est du nitro, on ne veut pas nécessairement l'enlever parce que c'est quand même pas mal dur à dégager des pavés. Donc, par contre, une chose intéressante qui est un avantage au niveau du nitro, c'est qu'après 1 mois environ, il a atteint sa cure maximum et vous pouvez utiliser la machine à pression et venir vous assurer que votre système reste perméable. Donc, un entretien quand même à faire une fois de temps en temps selon l'environnement que vous avez. L'environnement que vous avez, effectivement. Oui. Une autre question? Combien de temps est nécessaire après l'application de la bordure extrême, qu'on a parlé tantôt, j'imagine? Oui. C'est pour ça qu'on a eu la question. Pour le G2 ou le nitro? Bon, si vous utilisez la bordure extrême,
immédiatement après, vous pouvez procéder à l'installation de votre sable polymère sans problème. Par contre, si vous pensez utiliser le nitro, à ce moment-là, c'est bien important puisqu'on, comme vous avez vu, on utilise énormément d'eau. Alors, s'il vous plaît, attendez par belle journée au moins 1h30. Si jamais vous avez une journée d'installation qui est très humide ou nuageuse, à ce moment-là, il faudrait peut-être attendre 3-4 heures. 3-4 heures, effectivement. Donc, ça fait le tour de la fondation hybride. Donc, en image, peut-être quelques points à retenir ici. Donc, une bonne percolation. L'eau va bien s'égoutter dans votre système et retourner à mère nature. Facilité d'installation. Donc, le versement des agrégats, le nivelage, la compaction se font beaucoup plus rapidement. Ça allonge votre saison. Donc, c'est des matériaux qui ne gèlent pas. Vous pouvez travailler par journée pluvieuse ou même le lendemain d'une grosse pluie. Et on a une efficacité aussi accrue, donc beaucoup plus rapide à tous les niveaux pour votre construction. Donc, sur ça fait le tour, Robert, je pense, de ce qu'on voulait vous parler aujourd'hui avec la popularité de la base hybride. Donc, sur ce, bien, je vous remercie d'avoir été avec nous en grand nombre. Au nom d'Alliance, de moi et Robert, on vous dit merci et on vous souhaite une excellente saison 2024. Bonne chance tout le monde pour l'année 2024.